Bien, bonjour à tous, bonjour aux artistes présents. Merci au MACAL de nous permettre d'organiser alors ce neuvième webinaire pour le MACAL, deuxième webinaire en partenariat avec le groupe Mafoder, qui est à l'initiative de ce projet d'exposition collective Tempus Fugit, curaté par Mehmet Kilito, avec une scénographie, je pense qu'on en reparlera, de Zineb André Saraki, 8 artistes qui ont répondu présent pour relever d'une certaine façon un défi peut-être un peu compliqué dont on va parler, celui de documenter le confinement, mais peut-être d'essayer de donner à voir ce qu'a été le vide de nos existences pendant une période assez inattendue et qui n'était peut-être pas propice à la création. Alors cette exposition met en scène 8 artistes que l'on peut citer. Iman Jamil, qui est parmi nous. Bonjour Iman. Mehdi Mariouche, qui est aussi parmi nous. 6 autres photographes que l'on peut citer, dont Marmet peut-être évoquera le travail. Fatim Zora Sefi, Seif Kousmat, Hicham Benoud, Isa Slawi, Walid Bandra et Yassine Toumi. Et 8 sont au complet, je crois que je n'ai oublié personne. Donc 8 photographes pour essayer de garder une trace de cette période du confinement et du post-confinement. Alors peut-être pour commencer, je vais demander au curateur qui, je précise, a eu l'élégance de s'effacer en tant qu'artiste, alors même que quand on le suit sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, on sait qu'il a lui-même documenté dans de magnifiques diptyques cette période, de nous présenter peut-être ce projet, avec peut-être une première question très générale. Pourquoi ce titre de Tempus Fugit, que l'on peut traduire par le temps fuit, le temps s'échappe, alors qu'en fait on a eu l'impression de vivre pleinement notre temps pendant cette période. Quel était le projet de départ, Ahmed? Ouais, bonjour Olivier, merci beaucoup pour ces questions. Tout d'abord, Tempus Fugit, parce que j'avais l'impression qu'on ne maîtrisait plus le temps. Arrivé le 20 mars, on a été confinés et j'avais l'impression que le même jour se répétait tous les jours. Et ça m'a rappelé Groundhog Day, ce film où Bill Murray joue magistralement le héros, où chaque jour il se réveillait, il vivait perpétuellement la même journée. Et donc, je me suis dit, voilà, on est en train de vivre plus ou moins la même journée sans qu'on puisse vraiment en profiter vu qu'on était enfermés dans le même espace. Et par la suite, je me demandais ce que les photographes marocains étaient en train de faire pendant ce temps-là. Est-ce que, un peu comme moi qui avait refusé au début, je me suis dit, voilà, tous les photographes vont documenter de la même manière ce moment historique qu'on ne comprenait pas sur le champ. Et rapidement, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait d'autres photographes marocains, notamment Mehdi Mariouche, qui partageait quelques photos sur Instagram, qui avaient aussi été inspirés par ce moment assez particulier. Et donc, voilà, je me demandais comment on pouvait, chacun à sa manière, documenter ce temps-là qui nous fouillait et comment chacun le percevait. Je précise juste une chose aux spectateurs qui nous regardent et qu'on salue, puisqu'ils continuent à arriver, qu'en plus des questions que je vais vous poser, eux-mêmes peuvent d'ores et déjà poser des questions. Il y a un petit onglet en bas, converser, sur lequel vous pouvez poser vos questions, qu'on relaiera d'ici une quarantaine de minutes et on consacrera 20 bonnes minutes à la fin de la rencontre pour essayer de répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à interroger les artistes et les curateurs si le cœur vous en dit. Alors Iman, est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, évoquer le projet qui a été le tien? Comment as-tu répondu avant à, à ce projet de documenter une période quand même relativement angoissante peut-être même?
Alors, c'était très compliqué parce que j'ai changé de projet 2 ou 3 fois, je pense. Alors, au début, en parlant avec Mohamed, j'ai accepté. Puis, alors, au tout début, j'ai décidé de faire un projet de mise en scène parce que, en fait, je me suis retrouvée à vivre aussi avec ma petite sœur. Et c'est la première fois que je vis avec elle depuis 10 ans. Et, euh, et en fait, elle m'a beaucoup accompagnée dans ma pratique de la photo quand je venais de commencer. Du coup, je me suis dit, je vais faire une sorte de. Enfin, je vais essayer de rendre hommage justement à mes tout débuts en photo en la remettant en scène, mais du coup, avec la maturité visuelle, du coup, qui n'était pas du tout la même il y a 10 ans. Sauf que je me suis rendu compte que c'était plus un projet qui me plaisait en théorie de très loin, mais dans la pratique, ça me parlait plus trop. Donc j'ai un peu zappé. Et en fait, pour les taxis, alors, c'était les seules interactions que j'avais. Donc, je sortais quand même de temps en temps, et puis c'était vraiment les seules personnes que je rencontrais, mis à part les gens avec qui j'étais confinée. Et en fait, c'est venu avec une rencontre avec un chauffeur de taxi que j'ai pris un jour. Et en fait, on a fait un énorme détour avant qu'il me dépose là où j'allais. Et en fait, à un moment, on rigolait, on papotait, et puis à un moment, il arrête, il arrête la voiture et il me dit, est-ce que je peux te poser une question? J'étais un peu déçue parce que je me suis dit, bon, enfin, on s'entendait bien, machin. Là, il va me demander mon numéro ou un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bref. Et en fait, là, il me dit, écoute, j'ai un pote, je pense qu'il est homosexuel, mais je sais pas. Et du coup, je lui dis, mais c'est quoi ta question? Il me dit, ben, j'ai envie de savoir. Et du coup, je lui dis, bah, je sais pas, demande-lui. Et il me dit, non, non, j'ose pas lui demander. Et du coup, je lui dis, je peux pas savoir pour toi. Et il me dit, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas venir avec moi à Dar Sultan, on va aller voir mon pote. Et en fait, là, je me suis retrouvée à la de Sultan avec le chauffeur de taxi pour rencontrer son pote. Et au final, c'est même pas une question à laquelle je peux répondre. Moi, je me suis dit, bon, ça fait 3 mois, 2 mois que j'ai vu personne, donc yallah, va à Dar Sultan. Ça peut être intéressant. Et en gros, donc, je me suis dit, après plusieurs rencontres comme ça, bon, où j'allais pas toujours à Dar Sultan, mais des rencontres un peu impromptues, je me suis dit, ce serait cool de faire peut-être un jour un projet sonore autour des chauffeurs de taxi. Mais c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé en fait pour la photo. Donc j'avais toujours pas trouvé mon sujet. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait, ce serait vraiment cool de travailler avec les gars que tu as rencontrés, parce que c'est les seules personnes que tu as rencontrées pendant le confinement. Et en fait, de leur proposer soit pendant le confinement ou à la fin du confinement, de faire une sorte de date, voilà, pas date romantique, mais en tout cas de sortir avec eux, de passer la journée avec eux dans des endroits qu'ils fréquentent ou dans des endroits que je fréquente moi-même et passer la journée avec eux. Et en fait, c'était pas du tout dans l'optique. En fait, je voulais pas les prendre en photo dans leur fonction, dans leur travail de chauffeur de taxi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement cet espace-là qui, au final, est tout petit, qu'on partage souvent avec une seule personne, mais qui est souvent vu comme un outil de transport. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on le rend extrêmement fonctionnel au détriment de la personne qui se trouve à côté, en fait, qui a 30 centimètres et à laquelle on parle des fois, mais souvent pas du tout. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Après le confinement, on est sorti. Enfin, je passais une demi-journée, une journée avec chacun des chauffeurs. Et voilà, donc c'était des portraits qui n'avaient rien à voir ni avec leur taxi, ni avec leur métier de taxi, mais vraiment des portraits personnels, quoi. Qu'on peut commencer à voir défiler d'ailleurs. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Mehdi, toi, tu t'es retrouvé seul avec toi-même et comment as-tu abordé le projet qui t'a été proposé? Personnellement, j'étais dans la même config que Mohamed. Je me suis dit, là, tout le monde, tous les photographes vont faire des photos, bla, bla, bla. Mais au fait, moi, avant, voilà, je suis un photographe, donc mon domaine, c'est faire des photos. Donc, j'étais, euh, par exemple, je prends minimum 100 000 photos par jour. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à... Allô, Ouais, vous m'entendez? t'entends. Ouais. D'accord. Donc, j'ai passé du jour au lendemain à faire entre 500 à 1000 photos par jour dans des événements ou des activités, à rien faire.
Donc, c'était une espèce d'instant où je me suis dit, voilà, il faut se lancer un exercice. En fait, c'est pas un projet, c'est un exercice de faire une photo par jour, de se fixer l'objectif de faire une photo par jour pour redécouvrir son espace. J'habite dans une maison avec mes parents, c'est une maison familiale. Ah, petit problème de connexion apparemment. Je crois que non, Mehdi n'est plus là. Bon, on va attendre qu'il revienne. Je reviens à toi, Mohamed, et à... Ah ben le revoilà. Bon, je reviens quand même à toi. Concernant, puisqu'on vient d'entendre deux, euh, Iman et Mehdi. Ah ben Mehdi, le revoilà. Bon, tu es là? Mehdi, Non, moi, j'entends pas. Alors peut-être en attendant que le son revienne, Mohamed, je Bien reviens à sûr. toi. Les, euh, Allô? les 8 photographes, blati un peu. On va revenir à toi quand ça fonctionnera. Comment le choix s'est-il porté sur ces 8 photographes? Comment les as-tu choisis? J'imagine que le choix est d'autant plus que on trouve des photographes que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir exposés ensemble, dont certains travaillent plutôt le documentaire, voire le photojournalisme, d'autres sont dans une approche peut-être beaucoup plus fictionnelle. Comment le choix s'est-il porté sur ces 8 artistes? Bah, écoute, c'est pas évident de faire un choix pour ce genre d'exposition. Tu dois choisir 8 photographes parce qu'on a quand même un bassin de photographes assez riche au Maroc. L'idée première était de permettre un regard croisé de différents photographes évoluant dans des disciplines photographiques différentes. Donc, je voulais voir comment un photographe conceptuel comme Hicham Ben Saoud pouvait exprimer ce qu'il vivait durant la période du confinement. Après, je suis allé chercher des photojournalistes, des photographes documentaires, des photographes qui sont plus dans la mise en scène, des photographes qui travaillent à l'argentique et qui développent eux-mêmes leurs photos. Isa Selaoui, par exemple, elle qui est plutôt dans le domaine du documentaire et de la vidéo et du cinéma, vient nous raconter une histoire assez incroyable que moi j'ai pas vu. Elle s'est intéressée à montrer par exemple le corps médical une fois qu'il avait terminé de travailler, qu'il s'est retrouvé dans ces hôtels de peur de revenir chez eux et de contaminer leur famille. Et donc on a un peu si on veut le off de leur vie de tous les jours et comment de manière très difficile ils l'ont vécu en accompagnant le travail photographique par des témoignages, des lettres qui sont écrits à eux-mêmes, à leurs enfants, à leur famille. Donc l'idée principale était de pouvoir raconter une histoire qui est à la fois personnelle, une histoire de comment la vie continue à l'extérieur. Par exemple, dans le cas de Yassine Toumi, qui nous a permis d'avoir une idée du quotidien de Casablanca, en allant photographier différents aspects de la vie de tous les jours, pendant que beaucoup de gens ne pouvaient pas sortir. Et donc, ce témoignage est important. Voici de quoi avait l'air Casablanca pendant que tout le monde était enfermé chez lui. Donc, il y a cet aspect-là de la diversité des regards, mais il y a aussi un aspect qui est pour moi très important, qui, au-delà de l'esthétique de la photographie, j'ai besoin de photographes qui sont capables de raconter une histoire et d'engager une réflexion, et que la photographie ne soit pas que belle, mais aussi une photographie qui transmet un message. Et ce choix-là s'est fait en communiquant avec les photographes. Ils ont pu proposer chacun de leur côté un projet. Et avec Hamza Slaoui et Ibrahim Slaoui du groupe Mafouder, on a consulté les portfolios, consulté les propositions et on a établi une liste finale. Et il y a eu un travail, il y a des photographes qui n'ont pas eu besoin d'un accompagnement rapproché, d'autres qui en avaient besoin. Et donc, pendant 4 mois, on a travaillé ensemble jusqu'à ce qu'on ait un corpus photographique à la fin que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui au Macal. Alors, tu parles de récit et de narration. Ce qui est intéressant, c'est que l'exposition reste assez ouverte du point de vue du spectateur. Et le spectateur poursuit d'une certaine façon
la narration ou les briques de narration qui lui sont proposées. Mais rétrospectivement, après avoir monté ce projet, est-ce, qu'est-ce que tu en retires en termes narratifs? Est-ce que l'exposition raconte pour toi une épreuve, une période difficile, ou est-ce que, il me semble que cela apparaît dans certains travaux, il y a déjà une forme de résilience qui est à l'œuvre dans cette adversité qu'on peut trouver chez certains artistes qui consiste à continuer à essayer de photographier le réel coûte que coûte. Et ça rejoint ce que disait Iman tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin de sortir aussi de chez soi pour aller à la rencontre d'un monde qui était à l'arrêt. Comment lis-tu, toi, rétrospectivement, cette exposition? Ouais. Ben, écoute, je pense qu'elle raconte les deux, à la fois une forme de résilience et aussi une épreuve. Et nous, on essaie à travers une narration visuelle globale et à travers la scénographie qu'on a réfléchi avec Mrim Brada et Zinebamba Saraki. Mais en même temps, moi, je pense que la grille de lecture du public, de l'audience, elle est propre à lui. Diane Arbus disait qu'une fois qu'elle prenait la photo, elle lui appartenait plus. Donc, nous, on fait notre travail. Puis après, je pense que chacun lit à travers les références, à travers son vécu, à travers sa socialisation durant cette période-là, si c'est une épreuve ou si c'est une forme de résilience. Après, en termes de travail, moi, je peux donner deux exemples. Une forme de résilience, c'est très certainement le travail de Hicham Ben Wahoud qui me vient en tête. Hicham Ben Wahoud, coincé tout seul dans un petit appartement à Marrakech et n'ayant plus accès à l'espace extérieur, décide de créer son propre espace virtuel avec un travail sur la forme et sur le volume, en ajoutant un bras avec des papiers A4 sur plus ou moins le même espace. Et ça, j'ai trouvé très intéressant parce que se disant qu'il ne pouvait plus avoir accès à un espace de tous les jours, ben, je vais créer mon propre espace pour exprimer l'absurdité de la situation actuelle. Et ensuite, une épreuve, probablement les photos de mise en scène de Fatem Zahra Serri, où elle parle d'attente, elle parle de protection avec le masque, elle parle de temps. Et donc, voilà, je pense qu'on peut trouver à la fois les deux, mais aussi tout simplement des témoignages de vie de tous les jours. Comment se sont passés les examens du baccalauréat avec le travail de Yassine Choumi, Seif Kousmat qui montre à la fois ce qui se passe dans les laboratoires, les CHU, les équipes de désinfection. Et donc, on a un corpus photographique global. Et l'idée importante de ce travail-là, c'est de créer une archive et de permettre à des gens qui, sur le champ, ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient, comment, avec du recul, on revient sur le passé, on essaie de comprendre ce qu'on a tous vécu. Et je pense que c'est important aujourd'hui que les photographes marocains puissent, là on l'a fait pour ce projet-là, mais de pouvoir créer notre mémoire commune en documentant des moments clés de notre vie. Alors Mehdi, puisqu'on t'a retrouvé, on va peut-être reprendre la présentation que tu faisais de ton travail. Ah, désolé, je pense qu'il y avait un problème d'Internet. Non, non, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, voilà, moi, mon gagne-pain, c'est photographe. Donc, je fais des photos chaque jour, je fais des centaines de photos chaque jour. Et je passe du jour au lendemain à faire 500 à 1000 photos, des fois plus, à faire 0 photo par jour. Donc, je me suis lancé un exercice. Et c'est pas un projet, c'est un exercice. Donc, se lancer le défi de faire une photo par jour pour documenter la maison familiale, pour documenter l'appartement. En fait, c'est un 100 mètres carrés sur plusieurs étages, mais je passe de mon appart à l'appart de la famille. Donc, et j'essaie un peu de me reconnecter avec cet espace qui, c'est un espace où j'ai vécu toute ma vie, mais en même temps, j'ai jamais pu dépasser 2, 3 jours sans voyager ou sans se déplacer. Donc là, j'avais un moment indéfini pour passer du temps dans cet espace. Et il fallait me reconnecter avec mon espace. Et les parents, redécouvrir les parents. Donc, c'était un peu ça. Et à un moment donné, vu la rencontre avec Mohamed et le projet, je me suis un peu plus éclaté à faire de l'extérieur, sortir le soir, faire des photos à l'extérieur, me reconnecter aussi avec ce quartier, avec le paysage. Donc voilà, c'était un peu ça. Est-ce que c'est une sorte de journal intime que tu as réalisé? Oui, c'est pour ça que le titre, c'était Diarrhée, Diarrhée dans un 100 mètres carrés. Donc c'est un journal, une photo par jour sur Instagram. Après,
Après, c'est devenu un soi-disant projet. Est-ce que tu dirais que ce sont peut-être parmi tes photos les plus personnelles? Oui, oui, à peu près. Parce que souvent, sur les projets sur lesquels je travaille, souvent, je photographie l'autre. Donc là, c'est une manière un peu de me regarder. C'est des espèces de miroirs, en fin de compte. Alors, je reviens peut-être à Imen, parce que là, je demandais à Mehdi s'il y avait une dimension personnelle dans son projet. C'est vrai que ce que l'on connaît de ton travail est souvent beaucoup plus poétique, beaucoup plus métaphorique. Et à travers les paysages, pour ceux qui connaissent ton travail, on sait que tu te racontes, en fait, d'une certaine façon. On pourrait presque aller jusqu'à voir dans tes paysages des formes d'autoportrait. Alors certes très abstrait, mais il y a cette dimension-là qui n'apparaît pas a priori dans le travail que tu as effectué là, pendant le confinement. Moi, il y avait une question que j'avais en tête qui concernait l'espace même du taxi, parce que je me suis demandé si cet espace clos n'était peut-être pas aussi métaphorique de l'enfermement que l'on vivait. Et est-ce qu'on ne retrouve pas dans le projet qui a été le tien ce qui t'intéresse malgré tout, c'est-à-dire une dimension quelque peu poétique et métaphorique? Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que Oui, c'est un espace clos? Je pense que c'est... Enfin, si on, si on le compare à l'espace clos qui a été la maison dans laquelle j'étais confinée, non, parce que du coup, c'était vraiment enfin, un moyen pour moi de m'échapper. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait ce côté humain avec le chauffeur de taxi, mais bon, c'est vrai que bon, c'était déjà à l'extérieur. Et puis, c'était aussi toute la symbolique du déplacement. Donc, le taxi, c'était aussi, c'est un trajet. Donc, voilà, j'étais enfermée toute la journée, mais c'était un moment qui me permettait de voir autre chose que la cuisine ou la chambre ou quoi. Et puis, c'était pour aller à un autre endroit, justement. Donc, je ne l'ai pas forcément vu comme un espace d'enfermement, justement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de poétique? Alors, en fait, c'est très drôle parce que je pense que c'était la première fois que je me retrouvais à prendre en photo d'autres personnes. Parce que d'habitude, j'ai l'impression d'interagir souvent avec le paysage ou l'architecture. Et, et là, c'était vraiment, voilà, donc, enfin, moi, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup parler. Je rencontre énormément de gens, mais c'est vrai que je ne les prends pas nécessairement en photo. Ou là, par exemple, pour mon dernier projet, effectivement, je l'ai fait en collaboration avec un groupe d'amis, mais ça m'a pris énormément de fois. Ça fait 8 ans que je les connais et c'est la première fois que je les prends en photo. Donc, voilà. Alors que les chauffeurs de taxi, c'était pas exactement pareil. Enfin, on a fait les choses assez rapidement. Et en fait, pour moi, je pense que c'était une forme de jeu. Bon, après, j'ai l'impression que dans mon travail, il y a énormément de jeux, notamment à travers la mise en scène, l'idée de travestissement, que ce soit en photo ou dans mes projets un peu plus littéraires. Mais c'était un jeu en collaboration avec, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'intéresse, j'ai envie de le prendre en photo, mais en même temps, pas nécessairement de façon très documentaire où je me mets à suivre la personne ou quoi, c'est-à-dire que je laisse quand même la liberté à la personne de, voilà, c'est-à-dire que je lui donne rendez-vous et, euh, et je lui dis, vraiment, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que si tu as une photo en tête que, enfin, je sais pas, qui te fait kiffer, que tu aimerais mettre en photo de profil, enfin, fais-moi, sois aussi force de proposition. Et c'était assez drôle parce que je me suis quand même pas mal détachée de mon sujet. Je me suis dit, bon, en fait, c'est 50-50, c'est-à-dire que j'écoute ce que la personne a à dire et puis j'essaie d'appliquer aussi mon esthétique à ce que la personne me propose. Et en fait, c'était assez drôle parce que par exemple, il y a l'un des chauffeurs de taxi qui est arrivé, en fait, au moment de faire les photos, il est arrivé avec énormément de parfum. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu sais que ça se voit pas le parfum sur les photos, hein. Il m'a dit, oui, oui, je sais, mais on dit que quand tu te sens bien, quand tu te sens beau gosse, ben, tu rends mieux sur les photos. Je dis, bon, ben, all right, fine. Et en fait, j'ai eu pas mal de petites remarques comme ça, où par exemple, il y en a un autre qui est arrivé avec des lunettes de vue, mais le gars voit très bien, il a jamais mis de lunettes de vue et tout pendant sa vie. Du coup, je lui ai dit, c'est la première fois que je te vois avec des lunettes de vue. Il m'a dit, ah ouais, bah, je vois souvent ça sur les photos, en fait, les gens qui se ramènent avec des petites lunettes et tout. Et du coup, c'était, voilà, l'autre était aussi force de proposition, c'est-à-dire que c'était vraiment un jeu à deux. Je dirais pas que c'est un travail poétique, enfin, c'est plutôt un travail d'amusement, justement, où voilà, je me suis beaucoup amusée, et pas nécessairement parce qu'il y avait de la photo dedans, mais juste parce que voilà, c'était des rencontres à une période où bah, justement c'était très difficile d'interagir, de sortir, de connaître de nouvelles personnes.
Et voilà, mais je dirais pas nécessairement que c'est poétique parce que, en fait, j'ai l'impression que la poésie, justement, dans mes projets, vient d'énormément de recherches, donc de recherches anecdotiques, mais aussi de, voilà, c'est-à-dire que, par exemple, quand je vais décider de m'intéresser à un endroit et d'avoir un rapport assez lyrique, assez romantique au lieu, c'est-à-dire, voilà, de décider que je veux faire une sorte d'autoportrait par le biais de cet endroit-là, il y a quand même beaucoup de recherches historiques et géographiques derrière. Là, c'était pas forcément le cas. Je le voyais vraiment comme une sorte de projet pop un peu décalé, et puis voilà. Est-ce que ça a modifié ta façon de travailler? Parce que dans la note d'intention que tu as rédigée, qu'on peut lire d'ailleurs dans l'exposition, dont on peut préciser d'ailleurs qu'elle est euh, prolongée jusqu'au 20 février, ou 20 21 février, 21. 21 février, donc au Macal. Après quoi, fin mars, à partir du 20 mars, les Casablancais pourront la voir à la Fondation Slaoui. Est-ce que, parce que dans ta note d'intention, tu t'interroges sur la possibilité de te tourner davantage vers un travail d'ordre documentaire. Est-ce que ce projet est en train peut-être de réorienter en partie ton approche? Oui, enfin, je me suis posé énormément de questions en le faisant. Mais de manière générale, je suis en train de me poser la question de réorienter justement mon approche. Et c'est pas que ce projet-là, en fait. C'est aussi toutes les discussions qu'on a eues avec le collectif Cause, où justement, enfin, voilà, par exemple, Mohamed fait plus de photographie documentaire que moi, Safe aussi. Moi, j'ai toujours été dans un délire un peu plus de fiction, que ce soit dans l'écriture ou dans la photo. Et en fait, je suis en train justement de me poser la question de, voilà, par exemple, le fait que je m'intéresse à une ville comme Tarfaya, l'intérêt, il n'est pas que esthétique, c'est-à-dire que c'est aussi l'histoire de la ville qui m'intéresse. Maintenant, comment est-ce que visuellement, je peux me rapprocher d'une forme plus documentaire, mais sans forcément changer toute ma démarche visuelle. Et, euh, et après, enfin, justement, je fais quelques recherches et puis je me rends compte aussi que, at the end of the day, fiction is an honest way to document. Et que, enfin, tant que, voilà, j'ai un sujet d'intérêt qui peut être un endroit ou un groupe de personnes, euh, en fait, je sais pas trop comment dire ça, mais en fait, le fait d'avoir ces deux sujets sur une photo, en fait, à partir de là, je peux utiliser des scénarios fictifs. Je peux demander au groupe de personnes qui m'intéressent de, je sais pas, genre, if they want to act like they're David Bowie, they can. Comment est-ce qu'ils vivent justement cet espace-là, même en se travestissant. Donc, je pense que là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec mes dernières séries photos, justement, de trouver un juste milieu entre les deux. Voilà, comment documenter, mais sans forcément passer par un processus frontal, quoi. Mais du coup, oui, cette série photo sur des chauffeurs de taxi m'a inspiré justement à revoir mon langage visuel et en fait, ça m'apprend aussi à, voilà, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, je parle énormément, mais comment est-ce que je peux créer justement une rencontre sur une photographie? Donc, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre avec le collectif, mais aussi avec cette série photo sur les chauffeurs de taxi. Je vais revenir à Mehdi, mais j'en profite peut-être pour poser une autre question à Mamet, parce que tout à l'heure tu parlais de Hicham Benowood et sans doute de son travail le plus conceptuel euh, qu'il propose. Est-ce que tu as l'impression que certains artistes, à travers la proposition qui leur a été faite, ont réorienté leur travail ou en tous les cas ont pu explorer des pistes qu'ils n'avaient pas l'habitude d'explorer? Je pense ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait déjà, moi je pense que Hicham Ben Houd, quand je l'ai contacté, il savait déjà ce qu'il allait faire. Et ça, c'était intéressant. Alors que d'autres photographes n'avaient pas pensé à travailler sur cette situation de confinement. Et donc, ils ont dû prendre du temps, notamment Iman, prendre du temps pour réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que c'est un travail à la fois d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des photographes qui m'ont consulté, qui avaient besoin d'autorisation, qui avaient besoin de contact. On a fait ce travail d'accompagnement pendant 4 mois, alors que d'autres étaient beaucoup plus libres. Mehdi Malouche avait déjà aussi commencé son travail, Yassine Touré faisait son travail, bien évidemment, en sortant tout le temps. Walid, il a dû plutôt sortir dans l'espace public pour photographier, faire sa photographie de rue. Et donc, je ne sais pas si on a poussé quelqu'un à aller au-delà de ce qu'il fait d'habitude,
mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Et je pense que Mehdi Maliouche t'en parle très très bien parce qu'il te dit, voilà, en étant dans cet espace restreint, j'ai dû retravailler mon regard pour voir ce qui est mon quotidien et que je vois tous les jours sans prêter vraiment beaucoup d'attention. Je suis en train de le reconsidérer et de l'esthétiser. Et au même temps, on en avait parlé avec Mehdi. Moi, je vivais la même chose parce que je suis rentré d'Amsterdam, j'étais chez mes parents et je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, du coup, je vais photographier le quotidien de mes parents. Et c'est quelque chose que je fais jamais. Et mes parents, ils ont accepté, je ne sais pas pour les autres, ils ont accepté de le faire parce qu'ils se sont dit, voilà, il ne peut plus faire ses résidences, il ne peut plus faire ses expos. Ben, on va lui laisser ce plaisir-là de pouvoir nous photographier, chose qu'ils ne font jamais. Ils refusent tout le temps que je les prenne en photo. Et donc, voilà, je pense que chacun de nous l'a vécu à sa manière et que finalement, quand on parle de résilience, je pense aussi qu'il y a une forme de résilience dans nos démarches artistiques. Dû à la situation actuelle, on est obligé d'être positif, créatif et d'en faire quelque chose de bien. Alors justement, je rebondis par rapport à Mehdi parce que la contrainte que tu t'es fixée, j'ai eu l'impression, comme d'autres, en suivant ton travail, alors en le voyant dans l'exposition, mais en le suivant aussi sur les réseaux sociaux, que, il y avait un certain plaisir, voire un côté peut-être un peu ludique dans cette contrainte. Et parfois, j'avais la sensation totalement inverse, c'est-à-dire que la contrainte devenait presque celle que tout le monde a vécue, c'est-à-dire une obligation particulièrement pénible. Et ce que je trouve intéressant dans ton travail, c'est qu'il me semble que on trouve les deux aspects. Un côté, on a l'impression que tu te mets à expérimenter des choses où voilà, tu t'amuses beaucoup, et d'autres où tu as envie de faire exploser les murs, en fait. Donc, cette contrainte, comment l'as-tu vécu, cette contrainte que tu t'étais toi-même donnée? Parce que c'était une contrainte dans la contrainte. Exactement, je me suis retrouvé piégé dans mon propre piège, quoi. En fait, c'était un exercice, donc c'était vraiment un petit plaisir, se faire plaisir chaque jour, faire des photos, les poster sur Instagram. C'était un moyen de documenter un quotidien visuel, tu vois. Et à un moment donné, je me retrouvais effectivement à me réveiller un matin. Et la première des choses que je me posais comme question, c'est qu'est-ce que je vais prendre en photo? Et inconsciemment, c'est devenu une espèce de charge. Des fois, des fois, quand tu es de bonne humeur, c'est très sympa. Des fois, quand tu es dans un espèce de stress, surtout après le deuxième annonce euh, de du reconfinement, la prolongation du confinement, c'était pénible, c'était très pénible. Et c'est là où j'ai commencé un peu à sortir dans la rue d'en face, sortir le soir, très tard le soir, se balader avec ta caméra, tu prends des photos à droite et à gauche, des fois très tôt le matin. Donc, pour revenir à la question, oui, oui, c'était un peu pénible et j'étais piégé dans mon propre piège, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos qui sont prises sur la terrasse, qui est aussi le lieu qui fait Ouais. partie de la maison, mais qui Les voisins, ouais. le trompe. C'est vraiment ça, c'était très sympa. J'ai jamais monté sur le toit de chez nous, c'était une première fois. Et quand je monte, je tombe sur les voisins qui commençaient c'était des enfants, des cousins, je les ai jamais vus, qui essayaient de fabriquer, ça c'est un jeu d'enfant, mais avec des bouts de pierre et une grande serviette à fabriquer une maison. Voilà, là, c'est la chambre à coucher, machin. Et sans qu'ils me voient, j'ai pris une première photo, et c'est là où j'ai commencé à faire leur connaissance. Le lendemain, j'ai demandé à ma nièce de monter avec moi sur le toit. Elle a dessiné un carreau, elle a commencé à jouer. Donc, et j'ai redécouvert le quartier, l'Oulfa, du toit. Donc, un peu la skyline, soi-disant. Donc, c'était très sympa. Mais des fois, c'est difficile. Et vraiment, le truc qui m'a beaucoup poussé à faire cet exercice, c'est un réflexe qu'on a tous. On sort, tu te balades, tu vois une vieille maison, elle te plaît, tu te dis, demain, je vais passer pour la prendre en photo, prendre la façade. Après-demain, une semaine après, un mois après, elle est démolie et il n'y a que des traces de mémoire. Donc là, tu te dis la même chose avec chez toi, avec tes parents.
avec ton propre chez toi. Peut-être qu'on n'aura pas une deuxième chance pour revivre ce confinement, j'espère, et pour se reconnecter un peu avec cet espace. Il y a des petits coins de chez moi que je redécouvrais, des petites chaussettes d'enfants. Ouais. Donc, c'était un très bon exercice. C'est là où on découvre en effet que la photo et que l'art en général, c'est ce qui nous reconnecte à l'essentiel. Parce qu'on se pose la question de savoir ce qui est essentiel ou pas. Et là, tu Exactement. peux dire très Exactement. justement qu'on nous reconnecte à l'essentiel. Moi, j'avais peut-être une autre question aussi qui prolonge celle que j'ai posée à Iman tout à l'heure concernant l'espace. Parce que je me demandais si la maison familiale, dans l'enfermement qui est le sien, euh, ne pouvait pas être rapproché des autres espaces auxquels tu t'étais intéressé. Je pense à l'une de tes dernières séries consacrée à un hammam euh, que l'on a vu. Il y en a une autre série consacrée à des studios photos. Et on pourrait aller, même si tu n'as pas pris de photos, beaucoup de photos à l'intérieur même de la mine, mais à la série que tu avais consacrée aux mineurs de Gerada, où la mine, c'est aussi un espace clos. Et je me posais cette question justement de savoir est-ce que cet espace clos de la maison, tu l'as appréhendé d'une autre façon que les autres espaces, alors clos pour le hammam, le studio photo auquel tu as consacré aussi une série. Oui, bah, si on compare les deux derniers projets, le hammam et les studios, avec le premier sur les mines, je pense que tout le monde disait que j'étais de Jrada ou des environs de Jrada, alors que c'était la première fois. C'était déjà pour commencer ce projet sur les mines, c'était un process qui ressemble pas aux deux autres. C'était une zone inconnue, c'était un endroit où je découvrais pour la première fois pour aller faire des photos et tout. Mais entre les studios et le hammam, il y avait cette espèce d'intimité ou de rapport avec les souvenirs. Les studios, bien sûr, les photos, c'est la première photo qu'on fait, c'est dans un studio, dans un labo photo. Le hammam, bien sûr, c'est un espace déjà en lui-même, c'est un espace intime. Et aussi, ça me renvoie à mes souvenirs. Donc, la série sur le confinement, c'était un peu le même rapport, un peu plus intime, un peu plus complexe, vu que c'était moi-même. C'est comme si je me faisais des autoportraits. C'était pas les autres, c'était moi-même. Et c'était ça un peu le challenge parce que les deux autres, il y avait un rapport humain, il y avait un rapport avec un espace et tu faisais les liens entre cet espace et les gens qui y habitent ou les gens qui font cet espace. Alors que sur la série, sur l'exercice, sur le confinement, c'était vraiment un challenge personnel euh, où j'essayais une fois, par exemple, dans la série, j'ai essayé de faire un autoportrait. C'était raté. J'ai essayé de faire un autoportrait. Et c'était vraiment pas ce que je cherchais. C'était pas vraiment le poids que je cherchais, l'intimité que je cherchais. Alors que l'intimité, je la trouvais en photographiant une plante dans le jardin ou de chez moi ou euh, quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors justement, je reviens peut-être à Mamel parce que là, Mehdi aborde la question euh, de l'intime et du collectif. Et c'est peut-être, je trouve, une des réussites de cette exposition et d'arriver à montrer l'intime dans tout ce qu'il peut avoir peut-être d'irreprésentable. Tu parlais par exemple de la série de Fatim Zahra Seri qui est très forte parce qu'elle aborde des, voilà, des questions qui peuvent être liées à une certaine forme d'angoisse, de dépression, peut-être même d'envie de sauter par la fenêtre. Et puis en même temps, euh, l'exposition nous reconnecte en fait au collectif. Et est-ce que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que le choix des photographes s'est fait aussi en fonction de cette articulation qui consistait à choisir peut-être des photographes qui allaient
davantage documenter l'intime et d'autres le collectif. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on peut dire un mot peut-être de la série de Seif Kousmat, celui qui a pour habitude de documenter en fait le collectif, puisqu'il a une approche plutôt documentaire, réalise peut-être ses photos les plus personnelles. Il y a peut-être aussi des paradoxes qui apparaissent dans la façon avec laquelle les artistes ont répondu à cet exercice imposé. Je ne sais pas si je lis le travail de Seif Kousma de la même manière que toi, Olivier, parce que pour moi, c'est resté, voilà, c'est un sujet qui est différent, c'est une situation qui est différente. Et donc, du coup, pour moi, ça reste dans le collectif. Il est sorti dans la rue, il a photographié la rue, les gens, les laboratoires, l'équipe de désinfection. Donc, je ne sens pas un changement, si ce n'est dans la présentation du travail qui est présenté en diptyque, mais je ne perçois pas forcément un changement de direction par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Là où, pour moi, c'était évident qu'on allait avoir quelque chose de différent de tous les autres photographes, c'était par rapport à Yassine Toumi. Parce que lui, c'est un photojournaliste, il a une autorisation de presse pour pouvoir circuler dans la ville, chose que les autres photographes n'ont pas. Il m'a dit, est-ce que tu as une autorisation, toi, de presse? Une carte de presse? Non. Donc, Yassine Toumi est le seul à l'avoir et c'est le seul qui peut circuler de manière libre à travers Casablanca et qui a pu nous offrir un corpus photographique, une sélection de photographies et d'aspects de Casablanca, mais tellement large que c'était très impressionnant et le choix était difficile. Le travail de Fatem Zahra-Sabri, comme l'explique, elle te dit, voilà, moi je suis bloqué chez moi, je suis avec les personnes de ma famille, et donc je vais devoir faire avec ce que j'ai. Et ce qui est commun à tous les photographes, c'est d'être créatif, de trouver des moyens de pouvoir pondre un travail photographique dans les conditions qui sont difficiles. Mais encore une fois, oui, la décision de choisir les photographes en fonction de leur possibilité de raconter une histoire au-delà du travail esthétique est un point important, mais aussi de pouvoir avoir la variété et la diversité de travaux photographiques pour pouvoir nous permettre à la fois d'avoir un regard sur comment le photographe vit l'intime et le personnel chez lui à la maison, mais également qu'est-ce qui se fait dans l'espace public et comment on peut marier aussi tous ces deux points, parce que c'est pas évident d'avoir 8 photographes qui te font un regard croisé de démarches artistiques complètement différentes et de pouvoir vraiment créer une homogénéisation du travail pour qu'on puisse avoir une lecture de la narration visuelle qui soit cohérente. Donc, il y a tous ces aspects qui rentrent en jeu. Après, c'est clair qu'on a été très surpris quand on a vu le travail de tout le monde après 4 mois. Et pour moi, c'était une première expérience parce qu'en général, je suis aussi du côté des photographes, mais de pouvoir aussi non seulement faire la curation, écrire le texte, mais aussi avoir ce travail d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a toujours été en contact. J'ai essayé de faire les choses parce que des fois, c'était pas évident, mais de la manière la plus horizontale possible, en impliquant tout le monde. Mais vu qu'on a eu des contraintes de temps, j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas et je m'en excuse. Mais l'idée, c'était qu'on puisse tous collaborer ensemble, réfléchir ensemble et pouvoir trouver comment on pourrait, de la meilleure manière possible, montrer le travail dans la plus grande cohérence. Alors, je rappelle aux spectateurs qui posent déjà des questions que je vais relayer, qui peuvent continuer à les poser. Bon, j'en avais une autre que je garde peut-être pour la fin, s'il me reste un peu de temps. Alors, une question de Jeanne Mercier, que l'on salue chaleureusement au curateur. Et s'agissait-il donc d'un projet envisagé comme une carte blanche ou un accompagnement que tu proposais tout au long de la production? On a commencé à y répondre un petit peu, mais… Oui. Entre-temps, j'ai aperçu la question et j'ai essayé de l'introduire dans ce que je disais, donc j'ai déjà répondu. Ce n'était pas une carte blanche, c'était un travail d'accompagnement, mis à part pour les photographes qui avaient déjà commencé à réfléchir et à travailler sur le projet. Donc, eux, ils avaient une idée très claire.
Et après, je pense aussi, c'est des questions d'expérience de travail. Il y en a qui sont beaucoup plus expérimentés, donc ils ont moins besoin d'un accompagnement. D'autres qui avaient effectivement besoin d'un accompagnement. Et on a essayé d'être là, que ce soit par rapport à revoir le travail, savoir si c'est la bonne direction, s'il faudrait repartir, refotographier, est-ce qu'ils ont besoin d'un contact, d'une autorisation. Et on a fait ce travail-là, bien évidemment. Alors, je relais une autre question de Sarah Nasla, que vous avez peut-être lu aussi, à laquelle Iman peut peut-être aussi répondre. Est-ce que selon vous, ce moment de confinement, qui a été pour la scène photographique marocaine un moment de bouillonnement intense, a finalement été un tremplin pour beaucoup? Je pense pour ma part, dit-elle, à la création de collectifs après confinement, or le collectif Cause, le collectif Nourcine aussi, ou le fait que les photographes ont exploré de nouveaux terrains d'expérimentation. Justement, alors ça rejoint ce que l'on disait sur cette articulation entre l'intime et le collectif. Qui veut répondre à cette question? Est-ce que, au-delà du projet, cette période a été peut-être un tremplin pour notamment se constituer en collectif ou explorer d'autres terrains d'expérimentation? Je vais répondre, Mohamed. Allez-y, Je allez-y. je prendrai les ou là. Non, vas-y. Ah, il y en a une autre pour toi, Iman, juste après. Alors clairement, je me suis rendu compte pendant le confinement que, au final, en fait, on était tellement plus productifs à plusieurs justement. Et, euh, et du coup, enfin, moi, je pense que par exemple sur l'année 2020, l'une des plus belles choses qui nous soit arrivée, c'est justement d'avoir rencontré, pas rencontré parce que Mohamed je le connaissais depuis un moment, mais ça, il fait Yasmine aussi, parce que parce que voilà, on est quand même vachement plus productifs à 4 que on a, enfin, je sais par exemple que moi aussi j'ai quelques petites lacunes machin et que du coup c'est aussi très bien en fait de pouvoir juste appeler Mohamed ou Seif ou Yasmine et demander des conseils. Et oui, c'est vrai qu'on avance beaucoup plus vite. Et par exemple là pendant le confinement, enfin le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir de gens, de ne pas pouvoir enfin remplir sa journée, ça a fait qu'on a tous consommé énormément de plateformes digitales, d'exposition en ligne. Donc forcément, ça te donne envie de faire énormément de choses. Et c'est bien aussi de pouvoir voir qu'il y a des gens autour de soi à qui on peut raconter ces choses-là, qui peuvent nous guider, qui peuvent nous diriger, nous donner encore plus de références. Enfin, nous donner des références. Enfin, bref, voilà. Donc oui, clairement, pour moi, ça a été une période où j'ai appris énormément de choses et où je me suis rendu compte effectivement qu'on était mieux à plusieurs. Alors, Mehdi, une question pour toi. Je ne sais pas si tu l'as lu. Est-ce que le fait de te donner le défi, comme tu en as parlé, de prendre une photo par jour, n'a pas un peu détruit ta volonté et ta créativité, car cela devenait une contrainte? Et la question est généralisée. Quelle est la limite, quelle serait la limite entre contrainte et spontanéité créative? C'est une photo de Claire Gary. Vaste Ah, question. merci pour la question. On va t'aider. Non, honnêtement, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit 36 000 fois avant de faire une photo ou avant de travailler sur un projet. C'est vraiment très instinctif, vraiment très… Après, il y a bien sûr une partie où il y a le bouillonnement du projet, il y a l'écriture, la réécriture, la discussion avec les amis. Des fois, je me retrouve à parler d'un projet avec ma mère qui n'a pas fait d'école. Des fois, je me retrouve à parler d'un projet avec un artiste, des fois avec un menuisier, mais la spontanéité seule, c'est pas très pratique. Après, bien sûr, pour revenir un peu au sujet, c'était très difficile de se lancer ce défi, surtout après le deuxième confinement. Mais la spontanéité seule, c'était pas très suffisant pour moi. Et pour le côté créatif, parce que pendant le confinement, j'ai lu, j'ai regardé des films, et regarder un film le mardi me donnait des idées sur une photo que je pouvais réaliser samedi d'après. Et donc, non. Moi, j'ai une question très personnelle que j'ai en tête, que je vous pose à vous trois. Est-ce que, en tant qu'artiste, en tant que photographe aussi, vous ne vous êtes pas senti à un moment découragé en vous disant, mais
c'est impossible en fait de faire quoi que ce soit de cette période parce qu'on a traversé une période aussi assez déstabilisante, déconcertante, peut-être décourageante. Est-ce que, alors je ne parle pas simplement de ce projet de Tempus Fugit, mais est-ce que vous n'avez pas été traversé par le découragement parfois? Ben oui, je vais prendre, oui, carrément. Et tout à l'heure, je pense que en répondant à ta question d'introduction, je me suis mal exprimé par rapport à l'idée de Tempus Fugit. Mais le temps qui passe, c'est toutes les choses. Le temps qui passe, ça fait 1 an que le temps passe, on peut plus voyager, on peut plus se retrouver entre les amis, on peut plus se déplacer comme on veut. Et donc, on est en train de perdre du temps à faire ce qu'on aurait pu faire. Donc, très, très clairement, oui, parce que à un certain moment, j'avais des contraintes parce que j'avais des résidences artistiques que j'ai décidé de faire au Maroc où je devais produire un travail et je ne pouvais pas me déplacer, j'avais pas l'autorisation. Et donc, c'était extrêmement difficile de perdre du temps alors qu'il y avait des deadlines qu'il fallait respecter. Donc, finalement, je pense que tout le monde a compris que c'était des restrictions, des contraintes que tout le monde vivait. Donc, ils ont été très cléments et très flexibles. Mais ça a été une période très dure, notamment à ne pas pouvoir se déplacer pour les expositions à l'étranger, qui sont un aspect important pour un photographe, sachant que entre la production, la recherche, etc. qu'on fait, l'un des aspects les plus importants, c'est le réseautage. Et donc, il y a tout cet aspect-là que tu enlèves parce que à pouvoir exposer à Milan ou à Paris ou à Barcelone et ne pas être sur place, c'est des rencontres, c'est des contacts que peut-être tu peux avoir par email, mais quand c'est personnalisé, quand c'est face à face, quand tu as l'aspect physique, etc., c'est une autre rencontre qui peut avoir lieu et probablement ou possiblement pourrait aboutir à d'autres collaborations. Moi, ce côté-là m'a beaucoup affecté, par exemple. C'est vrai qu'on se rappelle beaucoup plus des gens quand on les rencontre. Enfin, moi, je me suis rendu compte que le peu de Zoom que j'ai fait, justement, c'est tellement protocolaire et professionnel que si je revois les personnes, en fait, je suis pas sûre de me souvenir d'eux, quoi. Et puis, c'est vrai que ça n'enlève pas les barrières. Tu as toujours une sorte de pudeur. T'as pas, tu vois, quand tu vois quelqu'un en vrai, même si tu sais que c'est dans un cadre professionnel, de temps en temps, tu peux faire des petites blagues. Bref, on se rappelle quand même vachement mieux des gens quand on les voit en vrai. Zoom, ça n'a pas permis de dépasser ce côté-là. Mais oui, en termes de découragement, en fait moi, justement, je suis rentrée au Maroc 3 mois avant le confinement, donc j'avais plein d'idées en tête et je voulais reprendre un projet sur lequel je travaillais déjà et qui nécessitait justement un déplacement parce que je travaillais, en fait, c'était un projet au sud du Maroc, donc j'ai dû mettre en stand-by. Par contre, alors moi, justement, comme euh, je suis photographe, mais j'écris aussi, donc c'était beaucoup plus simple de faire ça pendant le confinement. Et en fait, je savais que j'allais être en résidence au Cube. Donc, ce qui s'est passé en fait pour la résidence d'écriture littéraire, c'est que je l'ai commencé un peu avant. En fait, j'ai commencé à travailler un peu avant. J'avais déjà fait toute la partie de recherche pendant les 3 mois autour du lac de Ulfa. Donc, j'y étais allée plusieurs fois pour du repérage. Donc, ça va, j'ai pas été très, très découragée dans le sens où je pouvais quand même travailler de chez moi à partir des éléments que j'avais déjà. Et puis voilà, j'avais déjà rencontré quelques personnes, j'avais des entretiens enregistrés. Et puis encore une fois, comme c'était un peu, enfin, c'est pas de la science-fiction, c'est plutôt une nouvelle fantastique. Donc en fait, j'avais les éléments nécessaires pour, comme base. Et puis à partir de là, en fait, c'était surtout inventer des choses. Donc sur ce côté-là, ça allait. Mais effectivement, en photo, c'était extrêmement frustrant en fait de se dire voilà, en fait, ça fait 6 ans que j'essaie de travailler sur un projet. Là, je reviens enfin pour le faire. Et puis là, ça dépend plus de moi ou de où je suis dans le monde, mais ça dépend d'une pandémie, quoi. Et Mehdi, de ton côté, jamais Je découragé. pense que moi, je reviens à la question de Sarah qui parlait de tremplin. Et je pense qu'on est un peu gâté. En tant qu'artiste, en tant que photographe, c'est passé une période où il y a du questionnement, où même avec ces questions, tu commences à cogiter, à réfléchir par rapport à des réponses soit photographiques, soit comme disait Iman, elle écrit. Quelqu'un d'autre qui fait du cinéma, il va faire des vidéos. Mais si on pense aux gens qui n'ont aucun moyen d'expression, un banquier ou je sais pas quoi, un instituteur, ou, ça aurait pu être pire pour d'autres. Alors qu'au moins pour nous, c'est un tremplin aussi pour pouvoir réfléchir pour prendre un moment de pause, pour prendre un moment de réflexion. Et aussi, on a eu la chance de participer à cette exposition parce que c'était une espèce de fenêtre par rapport à tout ce qu'on a réalisé.
Donc, on n'avait pas perdu trop de temps. On a fait des images. Ces images décrivaient une situation X. Et cette situation X, elle a été parrainée par Mafoder, après le groupe Mafoder. Et voilà, ça a été exposé. Alors que pour beaucoup d'autres, ils n'avaient pas trop. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont fait des photos, qui ont fait des vidéos, qui ont écrit des choses, des poèmes, mais qui n'ont aucun moyen de les exprimer, de les faire voir, de les faire partager avec d'autres. Nous, on a plus ou moins eu cette chance. Et je pense que c'était là le tremplin de plusieurs. De Yassine, par exemple, si je donne l'exemple de Yassine Choumi, c'est les photos qu'il a fait, je pense que on va peut-être s'en rendre compte de la valeur des photos qu'il a fait 50 ans après ou un peu plus, parce que Zarqtoni vide, la corniche vide, Bab Marrakech vide, c'est des choses, peut-être la valeur de ces photos, ça viendra avec le temps. Mais Yassine Choumen, comment il pouvait exposer ces photos alors que il y a aucun support, pas support, mais il y a pas de collectif, il n'y a pas d'événement qui va mettre en valeur ce confinement. Alors qu'avec Mafoder et Mohamed et tous les autres, c'était une espèce de porte pour rendre ce travail visible. Donc voilà, c'était un peu ça. Oui, c'est la dimension d'archives dont on parlait. Moi, je Ouais. voudrais revenir aussi, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, revenir au titre et vous poser un petit sujet de réflexion à tous, un petit sujet de réflexion poétique, parce qu'il se trouve que Tempus fugit, l'expression vient d'un livre d'un poète latin qui est Virgile, et je suis allé rechercher d'où provient en fait cette citation. Et il se trouve que peut-être comme un visionnaire, Virgile, lorsqu'il a utilisé cette expression, parlait peut-être déjà de photographie, puisque la phrase, bon, je la dis en français, je ne la dis pas en latin, la phrase dit à peu près cela: le temps fuit, le temps nous échappe sans retour, tandis que nous errons prisonniers de notre amour du détail. Et je trouve que nous errons prisonniers de notre amour du détail. Alors d'abord, ça peut être une définition de la photographie, mais c'est presque une définition du projet lui-même. Et j'ai envie de vous poser la question à vous trois, enfin à Iman et Mehdi, est-ce que vous feriez vôtre cette définition de la photographie? Est-ce que vous êtes vous aussi prisonnier de votre amour du détail? Vas-y, Iman. والله ما نزيد قدامك بالله vas-y. En trois parties, on demandera à Mamet de nous faire une synthèse. Vas-y, Mohamed. C'est toi le commissaire, non? Le diable est dans le détail, on aime bien. On aime Ouais. bien ça. Dans le détail. Tu peux redire la phrase, Olivier? Oui, c'est le titre de l'exposition, hein. Moi, je ne fais que commenter le titre de l'exposition. Non, mais la phrase est très belle en plus, hein. Le temps fuit sans retour, tandis que nous errons prisonniers de notre amour du détail. Alors, je pense qu'on peut se retrouver. Est-ce que vous vous retrouvez dans cet amour du détail? Oui, Est-ce que oui, bien sûr. photographie? Bien sûr, on a l'habitude, on a grandi dans une société qui marginalise un peu le détail. Et par exemple, tu essaies de construire ou d'écrire un truc et tu zappes les virgules il y a quelqu'un qui passe et qui te dit, ouais, c'est pas grave, c'est des détails. Il faut oublier ces détails. Machin. Alors que là, tu vois, par exemple, moi, j'ai passé 3 ans dans le même square, tu vois, dans le même espace. À un moment donné, ça y est, j'ai oublié l'écran, j'ai oublié les livres, j'ai oublié la télé. Et je commence un peu à tirer les tiroirs et les vider et à les creuser dans ces détails. Et c'était ça vraiment le pur plaisir de ce confinement parce que c'était une vraie connexion avec des détails et même des détails inutiles. C'était au moins tu les voyais, au moins tu t'en rendais compte que qu'il y avait un père qui est un père à 87 ans. Donc, tu te rends compte que tu vis avec quelqu'un, avec une histoire, que tu vis bon, c'est pas n'importe quoi. Donc, tu partages des moments avec eux. Et c'est plusieurs détails qu'on reprenne goût à les vivre. Bah, je crois qu'on peut utiliser d'ailleurs un terme qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, et j'invite vraiment tous les spectateurs qui n'ont pas eu l'exposition à courir au Macal dès demain. C'est que là, on voit, je trouve, dans
dans les propositions qui sont faites, comment l'intime rejoint l'universel, en fait. C'est-à-dire que le souci du détail, même lorsqu'il est documentaire, enfin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de Seif Kousmat, en fait, ça nous bouleverse. Ça nous bouleverse parce qu'en fait, il y a dans la photographie ce sens du détail qui va, oui, va devenir en fait quelque chose d'universel. Et est-ce que vous vous retrouvez aussi dans cet amour du détail? Ouais, je trouve la phrase très belle parce qu'on parle d'errance aussi. Et je pense qu'il y a eu une partie d'errance de recherche, d'essayer de réfléchir quelle est l'approche qu'on va avoir. Et quand on est photographe, on erre tout le temps à la recherche d'une histoire, à la recherche d'une rencontre, à la recherche d'une personne intrigante, etc. Donc on est dans cette errance. Et comme tu l'expliques très bien, l'amour du détail nous permet, c'est une histoire singulière dans un contexte culturel spécifique, peut parler de manière universelle à beaucoup de gens, parce que finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre le détail, le spécifique universel, et essayer de parler au plus de gens. Donc, d'une certaine manière, on essaie d'universaliser pour atteindre une audience qui peut se reconnaître, même si elle ne vit pas dans ce pays, même si elle est loin de la culture, mais de pouvoir aussi se voir dans le regard du photographe, dans l'expression du sujet. Et donc, tout à fait vrai cette citation de Virgile. Donc, on peut l'interpréter de différentes manières. Et je pense que le photographe est à la recherche du détail. Je dirais même plus cette magie-là de la connexion entre le cerveau et le cœur. Parce que finalement, moi, je suis le commissaire. Et si je me suis intéressé à travailler avec ces photographes, parce que je pense qu'il y a au-delà, j'ai répété plusieurs fois, parce que je trouve qu'il peut y avoir des photos magnifiques, mais où on peut les accrocher chez soi à la maison et les apprécier énormément. Mais pour moi, la photographie qui me travaille, qui me touche, c'est la photographie qui reste de la photographie. C'est voilà. Donc Iman peut continuer. Suivi et accompagné d'un message, voilà. Qui soit le moyen qui me fait. Et ces photographes-là, le tu as été coupé. Ouais. Désolé. Est-ce que tu peux juste nous redire ce que tu viens de dire en fait? Je ne sais pas c'est quand que ça a coupé, mais ce que je disais. Ouais. Ben, je disais tout simplement, voilà, la photographie qui m'intéresse. Je crois que l'heure a sonné, Iman, pour que tu nous donnes ta réponse concernant l'amour du détail. Bah, je pense que j'ai toujours été plus portée par le détail que par l'universel. C'est-à-dire que j'ai souvent tendance à partir d'un microcosme, d'une histoire particulière, pour ensuite la grossir et pour faire en sorte, dans ma manière de la traiter justement, à ce que ça résonne partout. Et je pense que ça vient aussi des études littéraires justement que j'ai pu faire, où voilà, pendant très longtemps en fait je comprenais pas pourquoi à 12 ans on te fait lire je sais pas, Lorenzo, des choses comme ça, mais justement en fait c'est du particulier qui résonne partout. Et en fait là il s'avère que l'auteur avait connaissance de ce sujet-là ou de ce groupe-là ou de ce cercle-là, de cet environnement, mais que dans la manière de traiter ou dans la manière de créer des liens de causalité, en fait c'est des schémas, c'est des squelettes qui peuvent fonctionner un peu partout. Donc moi c'est c'est une chose que j'aime beaucoup faire dans mon travail justement, de partir d'une histoire centrée autour de quelque chose de très particulier et puis voilà, l'élargir, toucher un peu à la périphérie, mais ça beaucoup plus que le contraire, justement s'intéresser à une grande thématique et essayer justement de voir comment elle peut trouver ses dérivés, etc. Donc oui, après par contre par rapport justement à mon rapport à la photo, j'ai l'impression de rechercher beaucoup le détail presque par nostalgie, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de photos. Donc le détail, je l'écris des fois je ne le réinvestis pas nécessairement, mais j'essaie juste
de m'en rappeler, mais je suis quelqu'un qui bosse extrêmement enfin, je suis très lente en fait dans ma pratique de la photographie. Donc là, par exemple, ce que je disais, là, ça fait 8 ans que je travaille sur Tarfaya, mais c'est pas nécessairement, enfin, c'est plus de la recherche qu'autre chose. Là, ça fait que cette année justement que j'exécute mes recherches. Donc voilà, je prends énormément de temps, même si le détail m'intéresse. En fait, je le réinvestis pas nécessairement tout de suite après par la photo, mais j'ai d'autres moyens de le faire, d'enregistrer des choses, d'écrire, enfin bref. Donc c'est pas, oui, le détail est important, mais pas toujours. C'est pas toujours la photo, ma manière bah, de d'en garder souvenir, quoi. Ouais, après la photo, c'est juste un médium. C'est faire des photos, écrire ou récupérer de vieilles photos ou de traces. C'est le but, c'est le plus important, je pense. Ouais. Le mot de la fin, peut-être à monsieur le commissaire qui a été coupé dans son élan. Bah, je vous remercie tous pour cette discussion très intéressante et engageante. J'invite les spectateurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter l'exposition à y aller jusqu'au 21 février au Macal à Marrakech. Et aussi, je tiens à vous redire, parce qu'Olivier l'a dit tout à l'heure, que l'exposition voyagera à Casablanca à partir du 20 mars, qui est une date symbolique, la date du confinement de l'année dernière. Donc, pour rappeler que ça fait 1 an qu'on est en train de vivre ces histoires de confinement, déconfinement, état d'urgence et tout ce vocabulaire qu'on entend tous les jours auquel on n'était pas habitué. Et je remercie également Mafoder Group pour avoir produit cette exposition, le Macal qui a bien voulu la recevoir dans son musée, et tous ces gens-là qui ont fait partie de près ou de loin de ce projet-là. Et on salue les 6 autres artistes qui n'ont pas participé, mais qui étaient, dont on a parlé longuement. Et on remercie le Macal pour cet échange très intéressant. Merci beaucoup à vous tous et puis excellente soirée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.